Alors, pour vous dire que ça fait depuis 2008 que je travaille sur la question de l'inclusion et ce que je vais vous raconter est une forme d'état des lieux. Mais c'est pas parce que je travaille depuis 2008 que les gens à côté de moi ont moins de choses à dire, puisque Anne Gombert, je l'ai eue comme enseignante et Marie Théry également. Voilà. Donc, nous sommes quelques-uns à travailler depuis longtemps sur ces questions et pourtant, nous en sommes en pleine genèse, pourrait-on dire. Donc aujourd'hui, je vais faire un point sur la question de l'égalité d'accès à cette question donc de l'accessibilité ou l'accès au savoir. Je vais reprendre cette énonciation-là pour dire que à partir du moment où on me dit si l'énonciation elle va ou il va en inclusion apparaît dans le contexte d'exercice quotidien des enseignants. C'est quelque chose que l'on entend régulièrement dans le cœur de pratique, et cela a été déjà dit. Elle vient, pour moi, directement interroger la valeur d'égalité inscrite au cœur même du triptyque républicain, l'égalité d'accès à une liberté de conscience, cette liberté de conscience d'Antigone qui fait que l'on est citoyen. Donc c'est bien l'égalité d'accès à un lieu pour permettre l'exercice de la liberté de s'instruire, qui est en jeu dans le contrat républicain fondateur. Et donc pour cela, il faut évidemment que tout le monde y soit. Sinon, c'est moins travaillé que cela ne devrait être. Alors il faut bien comprendre que pour un enfant handicapé, et on pourra dire reconnu comme tel, comme handicapé, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir 2 bras, 2 jambes cassées, vous n'êtes pas reconnu par l'institution handicapée. Il y a des nuances sans doute à préciser, mais il va falloir attendre 2005 pour être autorisé par l'institution à prendre le chemin de l'école. Cette autorisation signifie simplement dans les faits que pour chaque enfant, il suffit de l'inscrire à la mairie de secteur, il sera affecté à son école circonscription, alors que jusqu'alors, et il y a très peu de temps, il était invité au mieux à une scolarisation en milieu adapté. Mais vous voyez déjà que les anciens systèmes perdurent, puisqu'on a parlé d'Ulysse, etc. Voilà. Ça, c'est pour le premier point. Et puis le deuxième point qui est en jeu, qui a aussi été évoqué aujourd'hui, c'est cette égalité d'accès à l'école apparaît comme une avancée majeure pour les tenants de la thèse d'un lieu de scolarisation unique pour les enfants. Tout l'état des lieux montre qu'il y a de nombreux problèmes qui vont être relevés tant dans les rapports ministériels que au niveau de la recherche. Et ça vient bousculer radicalement cet idéal égalitaire de l'accès donc à l'école pour tous. Voilà. Alors notre recherche, et je travaille vraiment avec des groupes et de chercheurs et de praticiens, s'est intéressé à situer ce qui a pu un petit peu rendre possible l'émergence d'un tel propos. Il va en inclusion jusqu'à son évolution et en quoi les réponses trouvées viennent directement interroger cette valeur donc d'égalité. Alors, évidemment, c'est parti de l'autre côté. Et là, je vais faire un point, je vais d'une certaine manière me mettre d'une façon en contradiction avec ce qui a été dit, et en même temps, ce qui m'a été dit m'a apporté. Donc on va le faire discuter ensemble. Il y a un état des lieux de la recherche qui a été réalisé par Laurent Husson et moi-même depuis 2008. Laurent Husson, donc maître de conférence à l'ESP de Lorraine, donc je salue le directeur ici présent, et mes collègues de psychologie également, Youssef et toutes ses collaboratrices que je vois régulièrement. Voilà. Donc il y a tout un travail qui a été mené pour dire... il faut savoir de quoi on parle quand on parle d'éducation inclusive et inclusion scolaire, et ça nous a demandé vraiment beaucoup d'efforts. Même des étudiants de la formation IDP que je conduis ont travaillé sur 2 sessions sur cette question-là. Il faut bien comprendre quelque chose, c'est que tout ce qui vient de l'UNESCO, Déclaration de Salamanque, tout ce qui est ONU, etc., sont des textes d'intention. Uniquement. Ce n'est pas à destination de nous, c'est à destination des politiques qui ont ratifié ou pas ces messages et qui, donc, dans leur système, en fonction de la législation, s'ils le souhaitent, s'ils le peuvent, etc., faire avancer la question de l'éducation inclusive. Et alors, ça, il y a eu là un glissement sur le diaporama. On ne peut pas mélanger comme ça la question des textes internationaux et puis la question locale. C'est-à-dire locale, j'entends là France, même pas la classe. On est dans un niveau macro. Donc, et là, ça va dire 2 choses. Tous les textes nous montrent 2 choses de ce qu'on appelait une exhortation, cette logique de l'exhortation. Les textes ne peuvent s'appuyer que sur une forme de rhétorique de l'exhortation, rien de plus, rien de moins. Et cette logique, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit 2 choses. 1, valoriser un lieu de scolarisation unique pour l'ensemble des enfants, les enfants dont on constatera qu'ils ne sont pas les enfants handicapés, mais les enfants
porteurs du virus VIH, les minorités, etc., etc. Il ne s'agit pas de l'inclusion pour les handicapés. Il s'agit de l'inclusion au sens le plus large du terme pour les gens vulnérables, quoi, en gros. Hein, voilà. Donc ça, c'est ce premier point. Le deuxième point, c'est qu'est-ce que c'est devenu en France. Et là, effectivement, il y a une reprise. Ça se travaille. La France est elle-même à la fois ratificatrice, à la fois propositionnelle de ces organisations-là. Là, il va y avoir pareil, une culture de l'organisation pour permettre, dans un système qui avait construit, et vous l'avez très bien entendu, son rapport aux élèves dans des formes de séparation, et bien voilà. Donc ça va le construire comme ça, et donc on appelle ça avec Laurent Husson, construire une culture commune autour d'une obligation morale, un peu comme l'écologie, quoi. Aujourd'hui, c'est difficilement d'être contre cette affaire-là. C'est pareil pour le handicap, ça m'étonnerait qu'on puisse dire comme ça ouvertement, on est contre cette affaire-là. Ça a une certaine valeur, et ça va entraîner une effectivité de droit d'une inscription scolaire en milieu scolaire ordinaire. Des avancées dans la construction d'une culture, ça veut dire quoi ? Le chemin de l'école est ouvert. Tout simplement. Quand on dit il va en inclusion, on répond à cette injonction-là qui a été rendue effective et dont on va appeler une accessibilité fonctionnelle, effective. C'est pour ça que je ne parle pas de, comment avez-vous dit tout à l'heure, mes collègues ont parlé de renversement paradigmatique. Non, c'est un renversement fonctionnel. Les gens ont inventé intégration, ils ont changé intégration par inclusion. Ça n'existe qu'en France. Alors, il faut en discuter, parce que ça n'existe qu'en France, cette affaire-là. Vous allez en Italie, en Allemagne, etc., au Canada, c'est pas du tout leur problème, ils parlent du mainstream, etc. Bon, voilà. Alors, par contre, évidemment, vous l'avez bien dit, ça va entraîner quoi ? Un effet d'égalité. On va faire preuve d'égalité, nécessairement. Lorsque vous mettez une masse d'élèves dans le système, évidemment, on l'a encore avec les chiffres, aujourd'hui, il y a une augmentation à 14 ans, on l'a bien vu, je ne le savais pas, il y a plus d'élèves qui arrivent à 14 ans en classe de 3/4e. C'est un effet mécanique d'égalité. Et il est important, cet effet mécanique d'égalité. Alors, il faut le prendre en compte. Il est limité, tu l'as très bien dit autrefois, tu l'as très bien dit également. On fait preuve d'une égalité d'une manière fonctionnelle. En aucun cas, ça travaille le cœur de croyance du paradigme, qui est le cœur de croyance que l'on porte aux questions. Hein. Donc, ça renvoie à la question, les pratiques enseignantes par rapport à l'hétérogé, qu'est-ce qu'il en est de l'accessibilité au savoir directement ? Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une tâche-activité enseignante très simple, c'est donner une place à l'élève. Hein. En fait, c'est une difficulté didactique les plus communes qui a été mise en avant par des chercheurs comme Chevalard, Sirad et Géraldine à côté de moi. Donc, c'est quelque chose de très important de travailler la question de « il va en inclusion » jusqu'à la question « il occupe une place d'élève ». On a vu que les questions d'invisibilité, elles se posaient de manière très forte là. Hein. Ce qui veut dire, et ça sera assez simple, que la valeur des choses ne suffit pas à convaincre les personnes de changer leur habitude. Et là, vous avez cette logique de rhétorique de l'exhortation dont je vous parlais, qui va rejoindre celle de Joël Zafran, où un système de justification va se mettre chez les enseignants, qui va être appelé la rhétorique du refus. Hein. L'état des lieux de la recherche va montrer que sur ces deux aspects, une école pour tous et pour soutenir cette scolarisation de la coopération, les deux idées clés de tous ces thèmes dont je vous parlais, Marie-Thierry a montré très longtemps avec Isabelle Nedelec que la coopération entre AVS, ça pose des problèmes. La coopération avec les parents, c'est un vrai obstacle. Et alors ça, c'était montré même par les Français, mais aussi par les Québécois avec Kalubi, qui montrent que ce sont de dangereux personnages, quel que soit leur statut, etc. Il faut que ça reste dans l'école républicaine, aux portes de l'école. Ça ne peut pas être autrement. Il y a tous ces problèmes-là. La question de la coopération avec les professionnels de l'éducation, on en parlait sur les éducateurs spécialisés, l'enseignement, c'est les identités professionnelles qui dominent et ça coince aussi de manière égale. L'état des lieux sur la question concernant les pratiques enseignantes, une égalité d'accès au savoir qui est implicite, des nombreux obstacles, et ça, si on se réfère au dernier rapport Ebersold, l'accessibilité de type pédagogique et didactique fait encore trop peu l'objet de travaux. Il y a un changement pour pouvoir passer, il va en inclusion jusqu'à occuper une place d'élève. C'est vraiment cette idée de rapprochement entre le monde de la recherche et celui du praticien. C'est la nécessité effectivement de co-construire des rapports, mais avec ces pièges de trappe qui sont
infini sur la recherche, non pas sur, mais avec, et là, tous les cas de figure sont possibles. Et nous, ce qui nous réunit au-delà de tout, c'est cette question d'essayer de travailler avec les enseignants, mais sachant qu'on est toujours, en raison de nos positions dissymétriques, Douglas le dirait bien mieux que moi, et de statut, dans des positions qui sont toujours en train de faire sûr. Et pour conclure, je voulais dire 5 idées. La première, l'éducation inclusive, vous l'avez compris, cette exhortation des textes internationaux qui n'ont que de cette valeur. La deuxième, l'inclusion scolaire avec cette histoire d'intégration-intégration. La troisième, les obstacles, je vous les ai montrés. La place de la recherche dans le développement professionnel qui reste à construire parce qu'elle ne l'est pas. Et le dernier, cette capacité, si vous voulez, de ces dispositifs, et c'est mon mot de conclusion, à essayer de travailler pour essayer d'élargir le champ des possibles des acteurs, qu'ils soient chercheurs ou qu'ils soient enseignants, si c'est une recherche ce point de vue-là. Et mes collègues vont dire de leur manière ces points de vue-là, finalement. Enfin, je pense qu'on peut en discuter, mais on est un peu d'accord sur ces questions-là, je crois. Merci. J'ai quand même gratté quelques minutes. Hein.